Bonjour à tous. Merci de prendre le temps de visionner cette quatrième capsule web du Fonds des architectes qui portera aujourd'hui sur le contexte réglementaire de la construction au Québec. Mon nom est Marie-Pierre Bédard. Je suis analyste et responsable de la prévention au Fonds des architectes. Je suis en compagnie de Marc-André Langevin, qui est président et chef de la direction chez Technormes. Marc-André est également un ingénieur avec qui on collabore pour notamment des expertises, et ça de façon assez fréquente. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, on a choisi un vaste sujet aujourd'hui, le contexte réglementaire applicable au Québec. On va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, j'aimerais que tu puisses nous donner un aperçu du contexte réglementaire qui est applicable pour les architectes québécois. Bien, au Québec, on a 3 juridictions qui englobent le domaine de la construction. On a une réglementation fédérale, on a une réglementation provinciale et naturellement, on a une réglementation municipale qui ont différentes dispositions et qui vont toucher souvent différents types de bâtiments. Selon, naturellement, où ils sont construits et quel type d'usage qu'on a dans ces bâtiments-là. Donc, par exemple, au niveau fédéral, il faut la réglementation applicable. C'est une réglementation qui va toucher les bâtiments qui appartiennent à la couronne fédérale et ou des bâtiments à l'intérieur duquel des travailleurs sont assujettis à la loi sur la santé et sécurité au travail, le Code du travail canadien, donc par exemple Post-Canada. Donc, on a vraiment des bâtiments qui sont très prisés, très détaillés sur cette réglementation-là, qui n'est pas vraiment le grand parc immobilier qu'on retrouve au Québec. Parlons justement des fameux bâtiments de juridiction provinciale. Pourrais-tu nous indiquer quels codes ou quels règlements sont applicables? Au niveau provincial, on a 2 grandes lois. La première est la loi sur le bâtiment, duquel découle le Code de construction du Québec, qui lui-même, au niveau du chapitre 1, on adopte le Code national du bâtiment du Canada 2010, qui est modifié pour le Québec. De la même loi découle aussi le Code de sécurité du Québec, qui, lui, entre autres, va adopter le Code national de prévention des incendies du Canada, également la version 2010 modifiée. La deuxième loi habilitante est la loi sur la santé et sécurité au travail, de laquelle nous allons encadrer les établissements industriels et commerciaux. Si tu veux, on va se concentrer sur la loi sur le bâtiment, à partir de laquelle, en fait, qui est notre loi cadre, à partir de laquelle on a adopté le Code de construction du Québec et le Code de sécurité. Pourrais-tu nous expliquer un peu le rôle ou la fonction de ces 2 codes-là? Bien, dans un premier temps, le Code de construction du Québec est un code dont la responsabilité incombe aux concepteurs. Donc, les architectes, les ingénieurs et également les constructeurs doivent suivre les exigences du Code de construction pour construire un nouveau bâtiment ou agrandir, modifier, transformer un bâtiment existant. Donc, on est dans la conception initiale du projet, là. Exactement. Donc, c'est vraiment le point de vue conception. Les professionnels doivent respecter et appliquer les exigences techniques du Code de construction du Québec, qui est divisé en plusieurs chapitres. J'aimerais maintenant qu'on puisse traiter de certaines exemptions au niveau du Code du CCQ. En fait, pourrais-tu nous en dire davantage? Oui, effectivement. Le Code de construction du Québec, le chapitre 1 bâtiment, a une dizaine d'exceptions. Donc, à la base, tous les bâtiments sont assujettis au chapitre 1, mais certains types de bâtiments, principalement les bâtiments avec une plus faible population en général, ne sont pas assujettis. Par exemple, les petits bâtiments résidentiels qui ont 2 étages et moins, les petits bâtiments résidentiels qui ont au plus 8 logements ou 8 unités d'habitation, tous les petits établissements de réunion en général de moins de 9 personnes, les petits bâtiments également, établissements d'affaires à bureaux d'au plus 2 étages ou les petits bâtiments commerciaux d'au plus 300 mètres carrés font partie des exceptions qui ne sont pas assujetties à ce moment-là à la réglementation provinciale en tant que telle. Est-ce qu'il y a des exceptions aussi qui concernent les résidences pour personnes âgées? Plus maintenant, tous les résidences personnes âgées qui sont définies comme résidences personnes âgées doivent nécessairement respecter les exigences de la réglementation provinciale, donc au Code de construction du Québec. Au même titre que si on a un bâtiment qui contient plus d'un usage principal, donc un bâtiment qui contiendrait par exemple un petit logement résidentiel au 2e étage et un petit dépanneur, donc un petit commerce au détail au rez-de-chaussée, bien malgré que ce serait un tout petit bâtiment, il serait quand même assujetti à la réglementation provinciale. OK. Tu nous as parlé rapidement du Code de sécurité qui visait davantage les propriétaires au niveau de l'entretien puis du fonctionnement de leur bâtiment. Est-ce que tu juges pertinent d'attirer l'attention des architectes sur certains éléments particuliers de ce code? Bien, effectivement, parce que dans le Code de sécurité, on a des exigences qu'on appelle plus contraignantes au parc de bâtiments existants.
Et donc, ces exigences plus contraignantes-là, par exemple, qui vont toucher à la résistance au feu des planchers, par exemple, au niveau du système d'alarme incendie de certains bâtiments résidentiels, à la présence de gicleurs dans tout bâtiment existant de type résidence personnes âgées. Donc, l'architecte qui viendra travailler dans un de ces bâtiments existants-là pour faire des travaux de transformation devrait s'assurer, ou à tout le moins, porter l'attention aux propriétaires que des exigences plus contraignantes existent dans le Code de sécurité, même pour un vieux bâtiment qui est existant. Donc, il y aurait peut-être une mise aux normes à faire avant que les travaux puissent être commencés? Exactement. Est-ce qu'il y a des particularités maintenant pour les établissements commerciaux, industriels? Oui, parce que, comme je disais d'emblée, on a une réglementation provinciale qui est une loi sur la santé et sécurité au travail, de laquelle découle un règlement d'application du Code national du bâtiment du Canada, mais on est toujours sur la version 1985 de ce vieux code-là, donc il y a plus d'une trentaine d'années. Donc les établissements industriels et commerciaux sont assujettis à ce vieux code-là, et donc en l'absence d'une réglementation, par exemple, municipale qui aurait adopté un code plus récent, bien le code applicable en vertu de la réglementation provinciale serait le CNB 1985. Et là, j'imagine que ça peut créer des enjeux en termes de responsabilité pour les architectes. Bien, effectivement, ça pose problème parce que la règle de l'art, on peut s'entendre, c'est que tout de même la version la plus récente du Code de construction du Québec qui adopte la version 2010, alors que l'exigence réglementaire pour les établissements industriels et commerciaux, on est sur le vieux Code du bâtiment 1985. Donc, par exemple, une grande différence qu'on retrouve entre les deux codes, c'est un bâtiment industriel du groupe F Division 2. Avec le vieux code 1985, on peut avoir une grande aire de bâtiment sans avoir la présence de gicleurs automatiques, alors que dans un bâtiment plus récent, conforme au CNB 2010, eh bien, on aurait une aire maximale de 1500 mètres carrés. Donc, au niveau sécuritaire, le bâtiment protégé par gicleurs est plus sécuritaire, mais au niveau réglementaire, le Code 85, lui, ne le demande pas, faisant à ce moment-là un problème, je vous dirais, un peu déontologique pour la part de l'architecte. Donc, on fait quoi? On avise le client des nouvelles normes qui sont applicables? Effectivement, devoir de conseil au moins de prévenir son client quelle est l'exigence minimale réglementaire, par contre, quelle est également la bonne règle de l'art applicable aujourd'hui. Si on parle maintenant du municipal, j'imagine que les municipalités ont elles aussi leurs particularités. Toutes les municipalités ont un droit de recours sur la construction sur leur territoire. De plus, la loi sur le bâtiment, l'article 193, leur permet d'avoir des exigences plus sévères que la version du code appliquée par le gouvernement provincial. Donc, il y a des exemples dans plusieurs villes du Québec, par exemple, pour avoir des gicleurs, même dans des petits bâtiments, avoir des résistances au feu des fois différentes du code, ou même, par exemple, pour la ville de Montréal, pour un bâtiment, par contre, qui était assujetti à leur réglementation, d'avoir des dispositions pour les mezzanines qui sont différentes de celles du code appliqué par la province. Donc, il faut toujours s'assurer, lorsqu'on travaille et lorsqu'on conçoit un bâtiment dans une ville précise, de bien vérifier la réglementation dans cette ville-là qui va différer de celle d'une autre ville. Finalement, Marc-André, qu'est-ce qu'un architecte devrait faire pour tenter au mieux d'éviter les erreurs de code? Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière qui s'applique? Bien, il faut premièrement définir notre bâtiment, il est assujetti à quelle réglementation pour s'assurer de prendre la bonne version du code, que ce soit au niveau fédéral, municipal ou provincial. Et par la suite, ne jamais prendre pour acquis que, particulièrement au niveau provincial, que le règlement qu'on a consulté il y a 12 mois, il y a 16 mois, que c'est le même règlement aujourd'hui, parce que les villes peuvent adopter une réglementation rapidement qui va différer et qui peut être plus sévère, naturellement, que celle du code de base. Donc, la vérification doit se faire étape en étape et se rendre jusqu'au niveau municipal pour bien s'assurer qu'on a les bonnes dispositions réglementaires. Alors, on ne néglige pas les vérifications et on documente. Exactement. Merci beaucoup, Marc-André. Ça fait plaisir.